Bonjour, mes chers amis, comment allez-vous? Dans cette vidéo, nous allons discuter des événements les plus importants qui se sont déroulés au cours des 12 dernières heures. Nous avons de nombreuses mises à jour très intéressantes, alors commençons. Hier, un appel téléphonique crucial a eu lieu entre le président des États-Unis, Donald Trump, et le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. D'après les informations dont nous disposons, les deux dirigeants ont abordé de nombreuses questions. Trump a déclaré: je viens de terminer un excellent échange avec le président Zelensky d'Ukraine. L'appel a duré environ 1 heure. Je vous rappelle qu'il y a 2 jours, un autre appel avait eu lieu entre Trump et Poutine. Cet échange avait duré environ 2h30. On constate donc que Trump a consacré beaucoup plus de temps à discuter avec Poutine qu'avec Zelensky. Une grande partie des discussions a été bâtie sur l'entretien de la veille avec le président russe afin d'aligner les positions de la Russie et de l'Ukraine sur leurs exigences respectives. Actuellement, les deux camps ont leurs propres revendications. Par exemple, la Russie souhaite que les territoires qu'elle a conquis depuis le début de l'opération militaire spéciale soient officiellement reconnus comme faisant partie de la Fédération de Russie. Nous parlons ici du Donetsk, DPR, de Louhansk, LPR, de Zaporijia et bien sûr de la Crimée. Ce point est essentiel pour Moscou. De plus, la Russie exige la levée des sanctions internationales. En revanche, l'Ukraine a aussi de nombreuses demandes. Elle réclame le rétablissement de sa souveraineté et de son intégrité territoriale selon les frontières de 1991. De plus, Kiev souhaite récupérer tous les avoirs russes gelés à l'étranger, soit environ 300 milliards de dollars. L'Ukraine aspire également à rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. Toutefois, il est fort probable que la Russie n'acceptera jamais ces conditions. Malgré cette situation très complexe, Donald Trump se montre optimiste: nous avançons dans la bonne direction et j'ai demandé au secrétaire d'État, Marco Rubio, ainsi qu'au conseiller à la sécurité nationale, Michael W.S., de fournir un compte-rendu précis des points abordés. Une déclaration officielle sera publiée sous peu. Ainsi, malgré toutes les tensions entre la Russie et l'Ukraine, un consensus a tout de même été trouvé sur un point particulier. Zelensky soutient la proposition de Trump de frapper les infrastructures énergétiques russes. Selon une source proche du dossier, le président ukrainien a accepté cette initiative, qui constitue une première étape dans les efforts de Trump pour mettre fin à ce conflit de 3 ans. Cette information ne peut être considérée isolément. En effet, Donald Trump a également exprimé son opinion sur la gestion de l'énergie en Ukraine. Il estime que si les États-Unis prennent le contrôle des infrastructures énergétiques ukrainiennes, cela constituera la meilleure protection possible pour ces installations stratégiques. Trump aurait ainsi proposé à Zelensky une aide pour gérer les centrales électriques et nucléaires ukrainiennes. En évoquant ces installations, Trump faisait probablement référence à la centrale nucléaire de Zaporijia. La situation est complexe. Selon le droit international, cette centrale appartient à l'Ukraine, tandis que pour la Russie, elle se trouve sur son territoire et lui appartient. Comme solution temporaire, les États-Unis envisageraient de prendre en charge l'exploitation de cette centrale, ce qui leur permettrait de vendre l'électricité à la fois à l'Ukraine et à la Russie. Dans ce scénario, les deux pays paieraient les États-Unis pour leur approvisionnement énergétique. Ce type d'accord pourrait être viable, mais si Trump venait à proposer une telle initiative et que les deux parties étaient contraintes de signer un accord sur cette centrale nucléaire, il est probable que la Russie exigerait un arrangement similaire pour le gazoduc Nord Stream. Les Russes pourraient déclarer que si les États-Unis souhaitent contrôler ou exploiter la centrale nucléaire de Zaporijia, alors ils devraient appliquer le même principe au gazoduc Nord Stream. En échange, les États-Unis devraient fournir des garanties de sécurité à ces infrastructures. Dans ce cas, la Russie serait prête à reprendre ses exportations de gaz vers l'Europe. Je pense que l'accord concernant la centrale nucléaire de Zaporijia ne se limitera pas à cette seule installation. Il s'agira d'un accord bien plus complexe, portant sur de nombreux actifs, non seulement en Ukraine, mais à l'échelle mondiale, là où des tensions existent entre la Russie et les pays occidentaux, notamment l'Union européenne et les États-Unis. Toutefois, de nombreuses lignes rouges subsistent. Par exemple, Zelensky a affirmé que pour lui, la question des territoires est une ligne rouge infranchissable. Il a déclaré que les territoires ukrainiens occupés sont une limite inacceptable pour l'Ukraine. De son côté, Poutine a souligné que les nouveaux territoires russes constituent une ligne rouge pour la Russie. Cela signifie que la guerre se poursuivra tant qu'un des deux camps ne modifiera pas sa position ou ne l'imposera à l'autre. Un autre élément clé provenant de Moscou au cours des dernières 12 heures concerne une publication dans un journal proche du pouvoir russe. Un article du 19 mars révèle que Vladimir Poutine souhaite que Donald Trump reconnaisse officiellement les 4 régions ukrainiennes revendiquées par Moscou, en plus de la Crimée. Il s'agit des oblasts de Zaporijia, Kherson, Louhansk, LPR, et Donetsk, DPR. En échange de cette reconnaissance, et si cela se produit rapidement, certaines sources indiquent que Poutine pourrait renoncer à toute revendication sur la ville portuaire ukrainienne d'Odessa et d'autres territoires ukrainiens.
En d'autres termes, les Russes disent clairement, si vous reconnaissez dès maintenant ces territoires comme faisant partie de la Russie, alors nous ne revendiquerons pas le reste de l'Ukraine. L'idée semble simple, mais elle reste très sensible sur le plan politique. Malgré toutes ces négociations et discussions, la guerre se poursuit sur le terrain. Au cours des dernières 24 heures, les deux camps ont intensifié leurs attaques avec un nombre important de drones. Du côté russe, les informations disponibles indiquent que l'armée a ciblé la localité de Kravn. Selon certaines sources, les Russes auraient repéré un train chargé d'un important stock de munitions que l'armée ukrainienne tentait de redéployer de l'ouest du pays vers la région de Zaporijia. Ce transfert visait à renforcer les troupes ukrainiennes sur le terrain, où les Russes poursuivent leur offensive. Toutefois, les forces russes ont détecté ce train près de la localité de Kapernitsky et ont immédiatement lancé des frappes aériennes sur la zone. Des rapports indiquent qu'environ 30 explosions ont été entendues, ce qui laisse penser que le train a été entièrement détruit. Par conséquent, les renforts ukrainiens attendus dans le secteur de Zaporijia risquent de ne jamais arriver, ce qui pourrait accélérer l'avancée des troupes russes sur ce front. De leur côté, les Ukrainiens ont également attaqué des positions en territoire russe. Leur cible principale était la ville d'Engels, qui abrite une base aérienne stratégique utilisée par la Russie pour lancer des missiles et drones contre l'Ukraine. Les Ukrainiens affirment avoir bombardé cette base et causé d'importantes explosions. Selon leurs déclarations, plusieurs entrepôts ont été détruits. De plus, ils indiquent que c'est depuis cette base que la Russie a lancé les drones qui ont frappé la localité de Kimchuk, où des explosions avaient été signalées un peu plus tôt. Il est donc évident qu'aucun des deux camps n'a l'intention d'abandonner la lutte. Les affrontements se poursuivent avec la même intensité. En ce qui concerne les combats au sol, la principale nouvelle des dernières 24 heures concerne la destruction, selon les Russes, du premier avion de chasse F-16 ukrainien depuis le début de l'opération militaire spéciale. D'après les sources russes, un Su-35 aurait détecté cet avion F-16, puis transmis ses coordonnées à un système de défense aérienne S-400. Ce dernier aurait alors abattu l'appareil. Pour le moment, aucune preuve formelle ne confirme cette information, mais il s'agit de l'une des nouvelles majeures de la journée. Quant à la situation sur le terrain, pour la première fois depuis 3 jours, nous avons observé. Nous avons ajusté la carte en faveur de la Russie, notamment dans la zone de cette petite forêt. Cette information a également été fournie par les cartographes de notions, et bien sûr, nous avons une géolocalisation confirmée. Dans cette vidéo, nous pouvons voir comment l'un des commandants russes dirigeait les forces russes en mouvement à travers ces champs et coordonnait l'opération offensive. Tous ces soldats, toutes ces unités ont été piégées et enregistrées exactement à cet endroit. Sur la base de cette vidéo, nous avons ajusté la carte. Une autre vidéo nous est parvenue depuis Rubanchina. Dans cette séquence, on peut voir un véhicule russe entrant dans la localité de Rubanchina. Nous apercevons des incendies, de nombreux véhicules détruits et abandonnés en tant que trophées de guerre. Les Russes ont pénétré dans le village, et l'auteur de la vidéo affirme que tout ce qui se trouve derrière lui est déjà sécurisé. En nous basant sur cette vidéo, nous avons ajusté la carte, notamment cette petite poche à proximité de Kazachalokia. Nous pensons que cette zone contestée est désormais sous contrôle total des forces russes, mais nous attendons des confirmations supplémentaires par géolocalisation. Nous avons également reçu une vidéo publiée par la partie ukrainienne. Elle montre une zone frontalière entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, où un soldat ukrainien tente de se déplacer de la Russie vers l'Ukraine. On y voit également de nombreux véhicules détruits et abandonnés par les Ukrainiens lors de leur retraite. La bataille pour ce territoire touche à sa fin, mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir. De leur côté, les Russes continuent de publier de nombreuses vidéos montrant les équipements capturés comme trophées de guerre. Passons maintenant aux affrontements dans la direction de Bilohorivka. Cela fait maintenant 3 jours que les Ukrainiens tentent de percer la frontière et d'entrer sur le territoire de Dimidovka et Gravka. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne a envoyé plusieurs nouveaux véhicules, mais ils ont tous été détruits par les drones russes. Nous constatons que les Ukrainiens ne changent même pas de tactique dans leurs attaques. Ils envoient des troupes, des véhicules et subissent des pertes, encore et encore. La seule différence par rapport aux jours précédents est qu'ils ont tenté une attaque légèrement plus au sud-est. Cependant, le même scénario s'est répété. Un autre véhicule a traversé la frontière, a été repéré par des drones russes, puis détruit par une frappe ciblée. Ensuite, l'artillerie russe a bombardé cette zone à l'aide de systèmes de lance-roquettes multiples. Par ailleurs, plusieurs positions d'artillerie ukrainienne qui soutenaient ces offensives ont été identifiées et détruites. Un peu plus au sud, les Russes ont bombardé la localité de Krasnopia, qui semble être une zone de déploiement temporaire de l'armée ukrainienne, avec des dépôts de munitions et des entrepôts logistiques utilisés pour soutenir les forces ukrainiennes engagées dans l'offensive en direction de Bilohorivka. Nous voyons donc que les Russes pilonnent cette région pour ralentir l'avancée ukrainienne et empêcher toute progression supplémentaire. Passons maintenant à la situation au nord, dans la direction de Kupiansk. Selon différentes sources, y compris des cartographes et des sources pro-ukrainiennes,
les Russes ont réussi à améliorer leur position à l'ouest de la localité de Kamina grâce à leur opération offensive. Nous constatons donc que les Russes progressent, et jusqu'à présent, les Ukrainiens n'ont pas entrepris d'action majeure pour les ralentir. Si cette dynamique se maintient, nous estimons que d'ici 1 ou 2 semaines, ce village tombera complètement sous contrôle russe. Enfin, poursuivons avec la direction de Kupiansk. Hier, nous avons parlé d'une source russe intrigante, Operational Space, qui fournit de nombreuses mises à jour sur les activités du groupe de forces Ouest. Et hier, nous avons évoqué le fait que, selon cette source pro-russe, les forces russes étaient déjà entrées dans la localité de Yampé. Nous constatons donc un écart, et cet écart est énorme entre la réalité et les informations fournies par différents cartographes et sources. Aujourd'hui, cette même source a publié un nouvel article intéressant, affirmant que les Russes sont déjà entrés dans les localités de Tishinkova et Kondrachovka. En résumé, au début du 20 mars, plusieurs sources pro-russes, qui prétendent avoir des liens avec le groupe de forces Ouest, affirment que les Russes ont pris le contrôle de ces territoires. Évidemment, nous voyons à nouveau un écart considérable entre les positions géolocalisées et celles fournies par d'autres cartographes, et les affirmations de cette source. Pour être honnête, je ne dis pas que cette source ment, mais j'essaie simplement de comprendre pourquoi cet écart est si important, et pourquoi aucune autre source ne nous donne des mises à jour similaires à celles de cette source pro-russe. C'est une question très intéressante, et nous allons poursuivre notre enquête. Passons maintenant à la situation dans la ville de Tass. Nous continuons de recevoir des mises à jour concernant la partie nord de la ville. Plusieurs vidéos récentes confirment le contrôle russe sur la mine, ce qui est un point stratégique important. De plus, nous avons d'autres confirmations montrant que les Russes ont encore amélioré leur position en direction du nord. Ainsi, nous continuons de recevoir des mises à jour indiquant que les Russes ont réussi à s'emparer d'un grand nombre de territoires et à contraindre les forces ukrainiennes à battre en retraite depuis le nord de la localité. Du côté sud, plusieurs mises à jour indiquent que les Russes ont consolidé leur position dans le village de Novinka et qu'ils ont également progressé dans le village de Spanvka. Rien de particulièrement nouveau, mais l'offensive russe se poursuit. D'autres informations proviennent de la direction de Zaporizhia. Selon différentes sources, y compris des sources pro-russes, les forces armées de la Fédération de Russie auraient réussi à améliorer légèrement leur position et à prendre le contrôle total du village de Lavoa. Cependant, pour le moment, aucune géolocalisation ou confirmation d'une autre source ne vient étayer cette affirmation. Quoi qu'il en soit, nous constatons que, après leur récent succès, les Russes tentent de reprendre leurs attaques plus au nord. C'est tout pour cette courte vidéo sur la chaîne. Je rappelle l'importance de condamner toute forme de violence dans le monde. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un like, rejoignez mon Patreon et passez une bonne journée. À bientôt!